Place à présent au focus du jour, direction la Birmanie où va se tenir dans les tout prochains jours une grande conférence pour la paix. Organisée sous l'impulsion d'Aung San Suu Kyi, devenue depuis ministre birmane des Affaires étrangères, la conférence de Panglang doit réunir les représentants de toutes les guérillas ethniques et autres armées rebelles qui constellent le pays. Le conflit sanglant qui les oppose à l'armée régulière birmane a fait des milliers de victimes civiles dans les contrées les plus reculées. Nous sommes allés à la rencontre de l'un des principaux mouvements rebelles, la TNLA ou Armée de Libération Nationale Tang, qui devrait se présenter assez pour parler. Quelles sont leurs demandes? Pourquoi la lutte armée? Éléments de réponse dans ce reportage signé Clovis Casali et Charles Dupoisa. Leur formation a pris fin. Ils sont désormais prêts à partir au combat. Les rebelles de la TNLA ont pris les armes contre le gouvernement birman et ces recrues seront bientôt déployées sur le front. Mais d'abord, le rituel de l'eau, symbole de purification, le début d'une nouvelle vie où chacun doit passer devant le commandant. L'eau est un élément fort, incassable. Cette cérémonie montre que nos soldats sont ensemble et unis. À la frontière avec la Chine, l'État du Shan connaît la guerre depuis des décennies. Les rebelles de la TNLA contrôlent une partie du territoire et de sa jungle. Le colonel Tar Bon Kyo est une figure du mouvement, son numéro 2, et donc un homme activement recherché par l'armée birmane. Ce jour-là, il est venu remobiliser ses troupes et donner des consignes. La TNLA réclame davantage de droits pour son peuple Taang, une minorité ethnique birmane. Notre niveau de vie est très bas. Donc s'ils disent qu'ils sont notre gouvernement et que nous sommes de vrais citoyens birmans, alors ils doivent s'occuper de nous beaucoup mieux. Si nous n'étions pas un mouvement armé, alors personne ne nous écouterait. C'est pourquoi nous devons être armés. Je pense que pour trouver une solution politique, il faut une vraie fédération où nous aurons autant de droits que les autres. Alors, on n'aura pas besoin d'armes, la lutte sera différente. L'armée de libération nationale du peuple Taang compte près de 5000 soldats. Comme souvent, la population civile est la première victime du conflit. Pak Khan a des allures de village fantôme depuis le passage des forces régulières venues traquer les rebelles. Atong nous montre ce qui reste de sa maison. Presque rien, à part des plaques de tôle qui faisaient office de toit. Elle raconte la nuit où elle a tout perdu. L'armée a tiré et détruit la maison d'à côté. Ensuite, le feu a ravagé la mienne. On avait tous peur, on pleurait. Avec tous les villageois, on s'est cachés dans la forêt. Et ensuite, on est allé s'installer à Pang Noson. À 2 km de là, Pang Noson, où Atong et ses enfants ont comme d'autres trouvé refuge. La solidarité bat son plein. Ils sont nombreux à se tourner vers les leaders spirituels plutôt que politiques. Ces Birmans ont peu confiance en Rangoon, se sentant abandonnés par les pouvoirs publics. Je n'ai pas grand espoir concernant le nouveau gouvernement. Je pense juste que moi et les autres, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour améliorer nos conditions de vie. Il y aura toujours de nombreux changements de gouvernement, mais je ne pense pas qu'aucun gouvernement n'aura à cœur d'améliorer la vie du village. Ça n'arrivera jamais. Ici comme ailleurs dans les territoires contrôlés par la TNLA, les rebelles aident financièrement les villageois. Ils offrent nourriture et produits de première nécessité. De quoi les rendre populaires auprès de la majorité de la population. 250 infirmières de l'armée rebelle arpentent aussi la zone, avec pour mission de soigner et d'éduquer les plus jeunes. Quand on arrive dans le village, la première chose que l'on fait, c'est de réunir les enfants et les bébés.
On montre et on explique comment se nettoyer et se brosser les dents. Mais on va aussi aider les personnes âgées et ceux qui vivent dans les fermes plus isolées, en dehors du village. Parmi ces enfants, certains risquent de prendre à leur tour les armes dans quelques années pour rejoindre les rangs des TNLA. Figure respectée par tous, la ministre des Affaires étrangères Aung San Suu Kyi rêve d'être celle qui offrira la paix à son pays. Mais la fin des violences passera forcément par un accord avec la TNLA, une des principales armées rebelles de Birmanie. Et on en parle avec Maël Reynaud. Bonjour, vous êtes chercheur indépendant et spécialiste de la Birmanie. Des pourparlers ont lieu actuellement pour savoir si la TNLA participera à la conférence du 31 août. Est-ce que la rébellion s'est décidée à participer à cette conférence ? Oui, alors ce groupe-là en particulier, je ne le sais pas. Il y a pas mal de groupes armés qui sont en ce moment en train de réfléchir à la possibilité de participer. Il y a aussi le fait que l'armée elle-même, l'armée birmane de son côté, n'est pas prête à accepter n'importe qui à la table des négociations. C'est-à-dire qu'en gros, elle demande aux groupes armés de commencer par dire que leur but, à un moment ou à un autre, c'est que les combats cessent. Et voilà, c'est des négociations forcément difficiles entre les deux côtés. Y a-t-il des chances d'aboutir à un accord de paix ? Certains disent que la réunion a été organisée beaucoup trop tôt. Et est-ce que le fait que ce soit Aung San Suu Kyi qui organise cette conférence, eh bien, on a des chances d'aboutir à un accord de paix ? Ouais, ça dépend ce qu'on entend par aboutir en fait. Je pense qu'il y a pas mal de gens dans l'entourage d'Aung San Suu Kyi et peut-être Aung San Suu Kyi elle-même qui ont cru qu'avec une réunion, une conférence, on arriverait à un accord. Parce que fondamentalement, ils se disaient, nous on est le parti de la démocratie, a priori on a des bonnes relations avec les minorités ethniques, on a une certaine crédibilité, donc peut-être qu'on réussira plus facilement là où les militaires ont échoué dans les dernières années, depuis le 2011 que le processus de paix a commencé. Moi je crois pas que ce soit du tout imaginable. En quelques jours, on n'arrivera à pas grand-chose. Par contre, c'est une première rencontre, c'est très positif et le processus continuera et il faut espérer qu'à un moment ou un autre, effectivement, il débouchera sur la paix. Mais ce ne sera pas cette conférence-là qui arrivera à quoi que ce soit. Alors justement, la chef de la diplomatie birmane est allée à Pékin le 19 août. Pourquoi la Birmanie cherche-t-elle le soutien de Pékin ? Je crois que vos collègues l'ont expliqué dans le reportage qui a précédé. Hein. Ces groupes aujourd'hui, ces groupes armés qui sont encore en lutte armée contre le gouvernement central birman, ils sont basés le long de la frontière chinoise. Ils commercent avec la Chine. C'est par la Chine qu'arrivent toutes les denrées, y compris les armes, qu'ils utilisent. Donc forcément, oui, la Chine est un partenaire extrêmement important dans ce processus. Et que peut promettre le gouvernement pour que les différentes factions déposent les armes ? Est-ce qu'elle a les moyens d'arriver à cela ? Alors en fait, c'est très intéressant que cette conférence porte le nom de Panglong, puisqu'en fait Panglong, c'est le nom d'un accord qui a été signé le 12 février 1947 entre les représentants des Birmans d'un côté, qui étaient emmenés par le père d'Aung San Suu Kyi, Aung San, et les représentants des minorités ethniques, et qui disaient en gros trois choses: que la Birmanie serait indépendante, qu'elle serait démocratique et surtout qu'elle serait fédérale. Or, cette promesse de fédéralisme n'a évidemment jamais été tenue par le gouvernement à l'époque de Rangoon et aujourd'hui de Naypyidaw. Et aujourd'hui, c'est ça le levier de négociation que peut avoir Aung San Suu Kyi, se dire ce fédéralisme-là, aujourd'hui, on veut y arriver autant que vous. Et dans ce cadre-là, effectivement, les minorités ethniques sont prêtes à négocier. Quel rôle joue le gouvernement dans ces conflits ? Est-ce qu'il n'attise pas certaines tensions, justement, en soutenant certaines milices au profit de certaines autres ? Alors la question qui se pose là, c'est qu'est-ce que vous appelez le gouvernement ? En fait, aujourd'hui, on a un système hybride depuis 2011 où en fait on a une moitié de démocratie avec effectivement des parlements élus et un gouvernement élu. C'est comme ça qu'Aung San Suu Kyi se retrouve à être ministre et un de ses amis être président de la Birmanie. Il y a une autre partie dans le cadre de la Constitution de 2008 qui est trois des ministères du gouvernement, celui de la Défense, celui de l'Intérieur et celui des Affaires aux frontières, sont contrôlés par le commandant en chef de l'armée directement, et 25% des sièges dans les parlements sont directement nommés, encore une fois, par le chef des armées. Donc si le gouvernement c'est Aung San Suu Kyi, oui effectivement il est de tout à fait bonne foi. Le côté militaire de ce gouvernement, lui, il joue un
double jeu beaucoup plus compliqué, et c'est là que la question se pose vraiment. Donc en fait, la négociation, elle est emmenée par Aung San Suu Kyi, mais elle se fait vraiment entre deux factions qu'elle ne contrôle ni l'une ni l'autre, à savoir l'armée birmane d'un côté et les groupes armés des minorités ethniques de l'autre. Et quels sont les enjeux de ces rébellions ou bien de l'armée? Est-ce qu'il s'agit notamment de contrôler un trafic de drogue? Oui, non, effectivement. Alors après, ça dépend des groupes. Il y a des groupes armés qui sont tout à fait impliqués dans le trafic de drogue. Il y a des groupes qui le sont moins, voire qui le sont pas du tout. Et effectivement, il y a aussi des représentants des commandants locaux en fait de l'armée birmane qui sont impliqués dans le trafic de drogue. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Donc il y a deux niveaux en fait. Effectivement, il y a le niveau commercial qui implique beaucoup la drogue, parce que dans le nord de la Birmanie, qu'est-ce qui pousse concrètement? C'est de l'opium. Et puis on peut arriver à produire des méthamphétamines. Et puis il y a une autre dimension qui est la dimension politique, avec une vision d'un côté qui est celle de l'armée birmane, d'un État souverain. On n'imagine pas l'armée française renoncer à contrôler la Corse, renoncer à contrôler l'Alsace ou renoncer à contrôler la Bretagne ou le Pays Basque. D'un autre côté, il y a la vision des groupes armés des minorités ethniques qui disent « nous, ces territoires-là, on les a toujours contrôlés depuis des temps immémoriaux, et donc on veut continuer à avoir un pouvoir politique sur notre propre territoire, notre propre population ». Donc il y a un affrontement à deux niveaux, au niveau économique, mais aussi au niveau politique. Et puis, très rapidement, il y a une autre minorité dont on parle parfois. Il s'agit des Rohingyas. Est-ce qu'ils ont une milice? Est-ce qu'ils sont invités à la table des discussions? Alors vraiment, Dieu merci, non, les Rohingyas n'ont pas de milice parce que effectivement c'est une minorité musulmane. On pense tout de suite, je pense qu'il n'y a pas besoin de discuter très longtemps de ce que ça pourrait vouloir dire une minorité musulmane armée dans le monde d'aujourd'hui. Non, les Rohingyas ne sont pas armés, ils ont pas fait ce choix-là, heureusement. Leur sort fait absolument pas partie du processus de paix, malheureusement, parce qu'alors eux, pour le coup, ils sont considérés comme n'étant ne faisant même pas partie de la Birmanie. Donc c'est encore une autre question. Aung San Suu Kyi a pas mal de questions à gérer en même temps comme ça. Il y en a plusieurs qui sont liées effectivement à des questions identitaires, mais la question des Rohingyas, aussi compliquée soit-elle, n'a aucun lien avec le processus de paix. Merci Maël Reynaud pour vos explications. Je rappelle que vous êtes chercheur indépendant, spécialiste de la Birmanie.